Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Discours contraire aux bonnes mœurs. Abdoul Aziz Diop arrêté par la DC, la division spéciale de cybersécurité de la police nationale qui vient de placer donc Abdoul Aziz Diop en garde à vue. Il était conseiller spécial du président Macky Sall. Il a été arrêté à l'issue, il a été placé plutôt en garde à vue à l'issue de son audition. Le système d'information de la Cour des comptes attaqué depuis lundi par un incident technique. La Cour des comptes s'est révisée par un groupe criminel qui menacerait de publier son butin estimé à 20 gigas de données sous un ultimatum de 5 jours si ces revendications ne sont pas satisfaites. Et puis la Confédération nationale des employeurs du Sénégal a exprimé hier ses vives inquiétudes face aux difficultés croissantes auxquelles est confronté le secteur privé, qu'elle juge fortement pénalisé par le poids de la dette intérieure et la cherté des facteurs de production. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. Discours contraire aux bonnes mœurs. Abdoul Aziz Diop arrêté par la division spéciale de la cybersécurité de la police nationale qui a placé Abdoul Aziz Diop en garde à vue, ancien conseiller spécial du président Macky Sall. C'est à l'issue de son audition. Selon des sources de Seneweb, le politologue est poursuivi pour discours contraire aux bonnes mœurs, sauf changement de programme. Cet ingénieur pétrolier environnementaliste sera présenté aujourd'hui au procureur de la République de grande instance hors classe de Dakar. Après avoir été notifié de sa convocation, Abdoul Aziz Diop s'est présenté le jeudi matin dans les locaux de la DC. Interrogé par les enquêteurs, il aurait reconnu être l'auteur des propos incriminés, mais n'aurait manifesté aucun regret ni présenté d'excuses lors de son audition. À cet effet, le chef du parquet a ordonné son placement en garde à vue pour discours contraire aux bonnes mœurs. Et puis, pour rappel, Abdoul Aziz Diop avait tenu des propos jugés extrêmement graves à l'endroit du président de Pastef, Ousmane Sonko, par ailleurs président de l'Assemblée nationale, ainsi qu'à l'endroit de ses militants. Le système d'information de la Cour des comptes a été attaqué depuis lundi par un incident technique. La Cour des comptes s'est révisée par un groupe criminel qui menacerait de publier son butin estimé à 20 gigas de données sous un ultimatum de 5 jours si ces revendications ne sont pas satisfaites. La Cour des comptes assure que ses services techniques en coordination avec les autorités compétentes ont mis en œuvre des mesures conservatoires. Parlons de tout à fait autre chose. La Confédération nationale des employeurs du Sénégal, CNES, a exprimé hier ses vives inquiétudes face aux difficultés croissantes auxquelles est confronté le secteur privé qu'elle juge fortement pénalisé par la dette intérieure et la cherté des facteurs de production. Réunis autour d'une même table, les chefs d'entreprise ont plaidé pour l'appurement urgent des créances dues aux entreprises, la promotion du contenu local et l'émergence de champions nationaux, tout en appelant les pouvoirs publics à associer davantage le patronat aux grandes concertations économiques. Les acteurs du secteur se sont exprimés ici. Je vous propose de suivre leur réaction. Le président de la République passe à l'offensive pour soutenir l'économie nationale et préserver les... Ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain n'est plus une simple bataille commerciale. C'est une tentative de mise à mort économique de notre entreprise et un mépris total des milliers de citoyens qui nous font confiance. Depuis des années, nous investissons massivement pour déployer des infrastructures modernes et offrir un service de distribution par câble accessible, stable et de qualité. Malheureusement, ce travail est constamment pris pour cible. Notre structure est victime d'un acharnement systématique de la part d'un concurrent du secteur audiovisuel, à savoir Canal+. Sous le prétexte fallacieux de prétendue captation... Pour nos excuses, ce n'est pas le bon élément. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Face aux difficultés que traversent plusieurs entreprises et à la nécessité de préserver les emplois, le président Bassirou Diomaye Faye place la relance économique au rang des priorités nationales, apurement accéléré de la dette intérieure, soutien aux entreprises en difficulté et promotion de l'emploi des jeunes. Le chef de l'État appelle à une mobilisation de l'ensemble des acteurs pour stimuler l'investissement et bâtir une croissance plus inclusive. Le point avec Djibril Niane.
Le président de la République passe à l'offensive pour soutenir l'économie nationale et préserver les emplois. Face aux difficultés que traversent plusieurs entreprises, Bassirou Diomaye Diakhar Faye place la relance économique et le développement du secteur privé au cœur de l'action gouvernementale. Lors du Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé au Premier ministre d'engager des concertations avec les organisations patronales afin d'apporter des réponses adaptées aux préoccupations du secteur privé. Une démarche qui vise à restaurer la confiance et à créer les conditions d'une reprise durable de l'activité économique. Parmi les mesures prioritaires annoncées figure l'appurement progressif mais accéléré de la dette intérieure. Un levier jugé essentiel pour redonner de l'oxygène aux entreprises confrontées à des tensions de trésorerie et favoriser la relance de l'investissement. Le président de la République a également insisté sur la nécessité d'un accompagnement renforcé de l'État en faveur des entreprises publiques et privées en difficulté. L'objectif est clair, préserver l'outil de production, sauvegarder les emplois existants et en créer de nouveaux. Sur le plan social, Bassirou Diomaye Diakhar Faye appelle à une meilleure évaluation des politiques publiques afin de garantir une croissance plus inclusive et durable. Une attention particulière sera accordée à l'employabilité et à l'emploi des jeunes sur l'ensemble du territoire national, dans la perspective d'une économie plus compétitive et génératrice d'opportunités pour tous. À Thiès, les câbles-distributeurs dénoncent un sabotage économique. Ces acteurs du secteur informel fustigent une tentative de mise à mort de leurs activités. Face à la presse hier, les responsables de ce groupement affirment être victimes d'un acharnement systématique de la part de leurs concurrents. Tidjane Ly est le président de leur GIE. Je vous propose de le suivre. Ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain n'est plus une simple bataille commerciale. C'est une tentative de mise à mort économique de notre entreprise et un mépris total des milliers de citoyens qui nous font confiance. Depuis des années, nous investissons massivement pour déployer des infrastructures modernes et offrir un service de distribution par câble accessible, stable et de qualité. Malheureusement, ce travail est constamment pris pour cible. Notre structure est victime d'un acharnement systématique de la part d'un concurrent du secteur audiovisuel, à savoir Canal+. Sous le prétexte fallacieux de prétendue captation frauduleuse d'images, ce concurrent s'accompagne des forces de l'ordre pour procéder au démantèlement brutal de nos dispositifs de distribution. La plupart du temps, nous sortons systématiquement vainqueurs de ces procédures et le jugement des tribunaux, par exemple de la Cour d'appel de Kaolack en 2022, de la Cour d'appel de Ziguinchor de 2020, de la Cour d'appel de Saint-Louis de 2020 toujours, du tribunal de grande instance de Louga aussi de 2017. Mais, entre-temps, le mal est fait et les premières victimes de ces agissements, ce sont nos abonnés. Du jour au lendemain, des milliers de foyers, des familles sont privées de signal, coupées du droit de l'information et du divertissement. Nos abonnés payent le prix fort d'une guerre commerciale qu'ils n'ont pas choisie. Sur le plan économique et technique, le préjudice est insoutenable. Notre réseau est câblé. Quand les techniciens de Canal viennent pour démanteler, ils ne débranchent pas proprement. Ils coupent, ils sectionnent sauvagement les câbles et enlèvent même les dispositifs de distribution installés dans des maisons d'abonnés. Hier s'est ouvert à Dakar le premier salon international du Conseil en Afrique de l'Ouest. Cet événement ambitionne de faire de la région un hub stratégique du Conseil sur un marché africain estimé à près de 6 milliards de dollars et en pleine expansion. L'objectif principal est de positionner l'Afrique de l'Ouest comme un levier stratégique pour le Conseil, valoriser l'expertise locale et favoriser des partenariats entre secteur privé et public. C'est un compte rendu de Bénédicte Sagna et de Mohamedou Fallousek. Le Salon international du Conseil en Afrique de l'Ouest, SICAO, est considéré comme un événement fondateur, conçu pour positionner l'Afrique de l'Ouest comme hub stratégique à l'échelle internationale, selon les organisateurs. On capte 2% du Conseil, qui fait 1000 milliards, mais on capte également à peu près 2% des transactions internationales. C'est notre économie qui est faible, c'est pour ça que le métier du Conseil il est faible. Mais à mon humble avis, c'est 2%, mais sur ces 2%, peut-être vous avez les cabinets internationaux qui captent les 80% de ces 2% en réalité. Donc il y a un dysfonctionnement énorme.
Mais le marché du conseil existe en Afrique, il faut trouver les moyens de le récupérer, il faut s'organiser. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ce salon il est organisé. Et je pense, à mon avis, un des gros défis du métier du conseil en Afrique, c'est la structuration. Le choix du moment n'est pas anodin. L'industrie mondiale du conseil a dépassé 1100 milliards de dollars et poursuit une croissance soutenue, portée par la transformation numérique et les besoins croissants d'accompagnement stratégique des États et des entreprises. Le Sénégal doit rester ce qu'il a toujours été, un hub de réflexion, un hub de rencontre, un hub de développement de tous les secteurs et stratégiques qui peuvent porter l'économie. En Afrique, c'est chez nous. Au Sénégal, c'est chez nous. Donc, Face Africa Tax Legal, comme nos confrères de Leverage et les autres cabinets créés par des nationaux, des Sénégalais, des Africains, doivent être davantage plus conscients que nous sommes chez nous. Et chez nous, nous devons être les maîtres chez nous. Durant 2 jours, le SICAO va réunir plus de 2000 décideurs, une cinquantaine d'exposants et une vingtaine d'intervenants venus du Sénégal, de la sous-région. Au-delà de la tenue du conseil, du salon, les organisateurs affichent une ambition à long terme, faire de l'Afrique de l'Ouest un pôle capable de produire et d'exporter ses propres services de conseil, dans un contexte où la région ne capte encore qu'une part marginale du marché mondial du secteur. Réunis à Dakar à l'initiative du KPC Consortium Sénégal, les acteurs de l'innovation, de l'entrepreneuriat et des institutions publiques ont échangé sur les opportunités offertes par l'intelligence artificielle. La rencontre a également permis de dresser le bilan de 5 années d'accompagnement des startups et d'explorer de nouvelles perspectives et coopérations entre le Sénégal et la Corée. Compte rendu Sira Béatrice Ndion au mot la Gay. Le KPC, Consortium Sénégal, en partenariat avec la Corée et des acteurs locaux, ont organisé une rencontre dédiée à l'intelligence artificielle et à l'innovation afin de renforcer les liens entre les startups sénégalaises et coréennes. Les résultats de 5 années d'action ont été présentés. Le programme a accompagné près de 700 entrepreneurs et contribué à la création de 300 emplois, a indiqué Khadija Touré, responsable des investissements de startups. Aujourd'hui, KPC a travaillé sur un programme depuis 5 ans de mémoire. Les impacts ont été présentés tantôt. Je laisserai peut-être Monsieur Yuan revenir dessus. Mais en tout cas, il y a eu des impacts, que ce soit en termes de création d'entreprises, de pérennité d'entreprises, parce que effectivement, les créer c'est une chose, mais les garder en vie c'est une autre. Il y a eu de l'impact sur leur structuration et leur potentiel de croissance, et également sur des emplois qualitatifs qui ont été créés. De mémoire, on était en train de parler de 300 emplois et beaucoup de startups qui ont pu être capacitées. Les projets mis en place bénéficieront d'un accompagnement avec l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, selon Noukou Diaby, conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur. Et nous, en tant que ministère de tutelle, notre rôle, justement, c'est d'assurer la continuité. Parce qu'un projet a un début et a une fin. Quand le projet sera terminé, il s'agira aussi de garder l'héritage et donc de s'inscrire dans une stratégie de sortie, de durabilité, ce qui permettrait après de pouvoir continuer les activités. Le ministère travaille là-dessus, c'est pourquoi d'ailleurs on construit l'incubateur de Diamniadio, mais aussi on met en place donc tout l'accompagnement nécessaire. Le ministère a un fonds qui sert aujourd'hui à financer la recherche, mais ce fonds il est en train d'être changé. Un nouveau décret est en cours de préparation et va bientôt être soumis au gouvernement. Une initiative qui confirme la place croissante de l'innovation et de l'intelligence artificielle dans le développement économique du Sénégal. Le reste de l'actualité, plus de 25 ans après l'adoption de la loi interdisant les mutilations génitales, les résistances communautaires continuent d'entraver l'éradication de cette pratique au Sénégal, ce qu'a déclaré la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie-Angélique Mame Selbé Diouf, appelant à renforcer la sensibilisation et la mobilisation des acteurs communautaires pour accélérer l'abandon définitif de ces violences faites aux filles et aux femmes. Marie-Angélique Mame Selbé Diouf, ministre de la Famille, de l'Action sociale et de la Solidarité, que je vous propose de suivre. Lutter contre les mutilations génitales féminines. Nous avons la loi
de 1999 qui va jusqu'à criminaliser en cas de mort. Nous avons également la Convention des droits de l'enfant, la Convention des droits de la femme, nous avons le traité de Maputo, mais malgré tout ça, il y a des résistances aux mutilations génitales faites aux femmes. Alors, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Je crois qu'il y a l'appropriation de la loi par la communauté, mais également le manque de communication auprès de ces communautés-là. Et cet atelier permet de relever tous ces obstacles qui sont liés à l'application concrète de la loi et à l'appropriation de cette loi par les communautés qui résistent et qui continuent de pratiquer la mutilation chez la jeune fille. L'objectif concret, c'est de voir en réalité qu'est-ce qu'il y a comme obstacle à l'application réelle de la loi. Parce que la loi a été signée depuis 1999, ça fait plus de 20 années. Alors, on devait oublier cette situation-là. Qu'est-ce qui constitue les difficultés? Qu'est-ce qui est à l'origine de la résistance? Et c'est ce qu'on va rechercher avec tous les acteurs présents et même des gens qui ont eu à subir ces mutilations et tirer les conséquences, voir les propositions qui vont découler de cet atelier. Cet élément met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. L'épidémie d'Ebola continue de progresser dans l'est de la République démocratique du Congo. Le pays compte désormais 875 cas confirmés, dont 202 décès, selon Africa CDC, l'agence sanitaire de l'Union africaine. La situation en Ouganda, elle reste inchangée. L'Uturi reste l'épicentre de l'épidémie avec 799 cas confirmés. Mais la situation dans la province du Nord-Kivu est préoccupante, indique Africa CDC. Si le Nord-Kivu ne recense que 73 cas confirmés d'Ebola, le taux de létalité, c'est-à-dire la proportion de décès par rapport au nombre de malades, y est nettement plus élevé. Il atteint les 59% et l'agence sanitaire de l'Union africaine, Africa CDC, s'inquiète. L'insécurité dans cette province de RDC est un frein à une véritable réponse à l'épidémie, selon le docteur Wessam Moukala. Et puis au Moyen-Orient, après la signature du protocole d'accord le 17 juin par les présidents américains et iraniens, les négociations devaient officiellement démarrer ce vendredi à l'issue d'une cérémonie en Suisse. Elles sont désormais reportées, annonce la Suisse. Plus tôt, le vice-président américain Vance et le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, médiateur dans le dossier, avaient reporté leur venue. Le vice-président américain Vance a annoncé qu'il mènera la délégation américaine, mais reste flou sur la date des négociations. Des discussions techniques avec l'Iran après la signature du protocole d'accord entre les deux pays. Et ce vendredi, la Suisse a annoncé le report des négociations après que la Maison-Blanche a publié un communiqué dans lequel elle indique que Vance ne s'envolera pas pour la Suisse dans la soirée du jeudi 18 juin. À présent, et puis c'est la page sportive, mais sans transition. L'Afrique du Sud a sauvé sa peau dans cette Coupe du Monde 2026 menée par la République tchèque. Les Bafana ont arraché le nul d'un but partout et restent en course pour une qualification au prochain match. Pendant ce temps, le Maroc peut devenir ce vendredi la première nation africaine à valider son ticket pour les phases à élimination directe en cas de victoire lors de sa deuxième sortie. C'est un compte rendu de Pape Maguette-Ba. L'Afrique du Sud a évité une élimination prématurée de la Coupe du Monde 2026. Battue par le Mexique 2-0 lors du match d'ouverture, les Bafana jouaient déjà leur survie hier jeudi face à la République tchèque. Le début de la rencontre a pourtant été compliqué pour les hommes d'Hugo Bross. Dès la 6e minute, Michael Sadilek ouvrait le score pour les Tchèques et plaçait les Sud-Africains dans une situation très délicate. Mais loin de baisser les bras, les Bafana ont progressivement pris le contrôle du match
match, plus entreprenants et dominateurs dans la possession. Ils ont multiplié les offensives face à une défense tchèque de plus en plus sous pression. Leur persévérance a fini par être récompensée à la 83e minute après une main d'un défenseur tchèque dans la surface. L'arbitre accordait un penalty à l'Afrique du Sud. Mokena ne tremblait pas et remettait les deux équipes à égalité. Dans les dernières minutes, les Sud-Africains ont même poussé pour arracher la victoire, mais le manque de réalisme dans le dernier geste les a empêchés de décrocher les 3 points. Grâce à ce match nul d'un but partout, l'Afrique du Sud reste en vie dans le groupe A et conserve ses chances de qualification pour les séries de finale. Les Bafana Bafana joueront leur avenir dans la compétition lors de la dernière journée face à la Corée du Sud, dans un match décisif où seule la victoire pourrait leur ouvrir les portes du tour suivant. Dans le groupe C, l'attention se portera ce vendredi sur le Maroc après avoir tenu le Brésil en échec 1 but partout lors de son entrée en lice. Les Lions de l'Atlas visent un succès qui leur permettrait de valider leur qualification pour le prochain tour. Une victoire ferait également du Maroc la première nation africaine à décrocher son billet pour le prochain tour. Et le dernier point de cette édition, c'est la revue de la presse et c'est tout de suite. Nous démarrons la revue de la presse par Solo Quotidien et la révision d'Al-Amin Lo. C'est la préparation des examens de cette année. Et puis un autre quotidien